d'abord, merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce rendez-vous de ce matin. Pour cette première édition du Forum francophone sur la nicotine ici à la Maison de l'Amérique latine. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ouvrir cette journée de réflexion et d'échange autour d'un enjeu de santé publique majeur, la réduction des risques liés au tabac. Avant toute chose, je tiens à remercier chaleureusement toutes seules et tous ceux qui ont répondu présents aujourd'hui. Merci aux participants venus parfois de loin pour contribuer à cette journée, qui sont peut-être couchés un petit peu tard ou arrivés un petit peu tôt ce matin. Merci à tous. Et un merci tout particulier à nos intervenants, bien sûr. Certains qui ont fait un long voyage, n'est-ce pas, pour partager leur expertise et leur expérience. Votre présence témoigne de l'importance du sujet que nous allons aborder ensemble ce matin. Ce forum, nous l'avons voulu ouvert, constructif, ancré dans la réalité et surtout utile pour les décideurs publics, les professionnels de santé, les chercheurs, les journalistes, les associations, mais aussi et surtout pour les usagers. Nous avons besoin collectivement d'un espace où l'on peut débattre sereinement, partager des expériences de terrain, croiser les regards et avancer ensemble. Et c'est la raison de ce forum aujourd'hui et notamment ce matin. Nous le savons, le tabac tue, et pourtant, alors même que nous avons aujourd'hui des alternatives efficaces et de plus en plus accessibles, comme le vapotage, mais aussi plus récemment les sachets de nicotine, le débat reste souvent crispé, voire bloqué, notamment par certaines institutions. Je parle ici aussi en tant qu'ancien gros fumeur, j'ai vécu cette dépendance, je connais son emprise, je sais aussi qu'il est possible de vivre sans tabac. On peut arrêter de fumer, oui, et avec l'aide de la nicotine. C'est ce que montrent les chiffres, c'est ce que montre aussi le cas de la Suède, où les autorités ont su mettre en place une politique pragmatique, centrée sur la réduction des risques et dont les résultats parlent d'eux-mêmes. Alors la vraie question est la suivante. Pourquoi ne pas offrir ces solutions au plus grand nombre? Oui, la nicotine est une substance addictive et il faut la réglementer. Bien entendu, ces produits ne doivent en aucun cas être accessibles aux mineurs et leur encadrement strict est indispensable. Il faut le faire de manière responsable, sans perdre de vue l'objectif de santé publique, faire reculer la prévalence tabagique, surtout chez les publics les plus vulnérables. Les produits nicotinés à moindre risque peuvent jouer un rôle décisif dans cette bataille et ce forum est là pour en discuter librement sur la base des faits et de la science. Je vous souhaite à tous, à toutes et à tous, une excellente matinée d'échange, de réflexion et, je l'espère, de conviction partagée. Voilà. Je vous remercie et j'ouvre donc le forum. Merci. Bonjour, je suis Bruno Jeanlard. Je suis vice-président d'Opinionway et dans le cadre de ce forum, nous avons réalisé une enquête dans 5 pays européens pour essayer de comprendre un peu les questions de relation à ces produits de nicotine et la manière dont les citoyens percevaient ces sujets. Et vous allez le voir, nous avons interrogé plus de 10 000 personnes dans 5 pays européens, en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Belgique et en Suède. 2000 personnes par pays, des échantillons représentatifs dans chacun de ces pays, justement, pour essayer d'avoir quelques éléments pour alimenter le débat, alimenter les discussions qui auront lieu aujourd'hui. Les enquêtes ont été réalisées très récemment, puisque vous voyez, elles ont été faites du 16 au 22 mai dernier, donc ce sont des résultats qui sont tout chauds et qu'on vous présente en exclusivité ce matin. Alors, premier élément que nous avons observé, c'est que d'abord les cigarettes et les cigarettes électroniques restent les produits aujourd'hui les plus consommés dans une liste de produits dans lesquels on insère les produits à base de nicotine. Et vous le voyez, on a une progression assez forte de la cigarette électronique qui est un produit récent. Dans l'ensemble des 5 pays, 26% nous disent en consommer tous les jours ou de temps en temps. Donc, et c'est presque autant que la cigarette traditionnelle qui est encore
consommé par 32% au moins de temps en temps dans la moyenne des 5 pays européens. Vous voyez, il y a des situations qui sont aussi en termes de consommation qui peuvent être assez différentes selon les pays. On a évoqué le cas de la Suède. Quand on regarde effectivement les substituts nicotiniques, les sachets de nicotine notamment, c'est en Suède qu'on trouve le taux le plus élevé. 30% des Suédois ont déjà consommé ou consomment de temps en temps des sachets de nicotine, alors que ça reste beaucoup plus faible dans les 4 autres pays interrogés. Deuxième élément important, c'est qu'on a voulu comprendre sur ceux qui consomment des substituts de nicotine, quel était leur parcours antérieur finalement. Est-ce que c'était quelque chose qui avait été substitué à la cigarette? Et vous voyez, c'est très largement le cas. Dans 87% des cas, les personnes qui aujourd'hui consomment des substituts de nicotine nous ont dit qu'ils fumaient auparavant. Et dans 59% des cas, en moyenne des 5 pays européens, c'était des fumeurs quotidiens. Donc très clairement, ce sont des produits qui sont utilisés pour arrêter le tabac. Et vous le voyez, c'est très homogène dans les 5 pays interrogés. On est là sur ces consommateurs de substituts de nicotine. On a interrogé 10 000 personnes pour en avoir justement suffisamment sur ce type de questions. On a encore plus de 4 000 personnes interrogées et on voit bien que c'est un parcours commun et qui montre bien que cela les a aidés. Alors, cela les a aidés d'ailleurs parce qu'ils nous disent aussi, quand on regarde la question suivante, très clairement, ce qui est perçu pour eux comme principal avantage de ces produits, c'est qu'ils sont une option accessible, efficace et utile pour accompagner le sevrage tabagique. Vous voyez, 70% nous disent que c'est efficace pour réduire sa consommation de tabac et 61% pour arrêter de consommer du tabac. Donc là aussi, c'est quelque chose d'important. C'est une perception là, qui est partagée sur l'ensemble des populations, qu'elles soient fumeurs ou non, qu'elles soient consommatrices ou non de substituts. Et donc, c'est un élément important. Alors, c'est partagé par l'ensemble de la population, mais c'est aussi le cas des consommateurs eux-mêmes, puisque quand on leur demande quelles ont été leurs premières motivations pour utiliser ces produits, vous le voyez très largement, les premières motivations, à 45%, c'est la volonté de diminuer leur consommation de tabac, ou à 37% d'arrêter leur consommation de tabac. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est bien avant d'autres types de motivations, comme le goût, qui ne sont cités qu'à 32%, ou le fait de pouvoir les consommer presque partout à 30%. Donc on voit bien que l'usage qui en est fait par ces consommateurs, elle est effectivement un usage principalement, majoritairement, pour essayer de sortir du tabac. Là aussi, on voit que ce sont des résultats aussi qui sont assez homogènes dans l'ensemble des 5 pays européens. Finalement, on n'a pas de différence majeure que l'on constate pays par pays. Les motivations principales restent toujours cette volonté de sortir du tabac dans l'ensemble des 5 pays interrogés. Autre point important, c'est de savoir si ceux qui ont fait ce parcours-là ont trouvé que c'était finalement quelque chose d'efficace ou pas, à la fois pour réduire cette consommation de tabac ou pour l'arrêter. Et vous le voyez, quand on interroge ces consommateurs de substituts nicotiniques, très largement là aussi, 79% ils nous disent ça a été efficace pour réduire ma consommation de tabac, et à 67%, les 2/3, ça a été aussi efficace pour l'arrêter complètement, avec là aussi une homogénéité assez forte, même si on constate que les Britanniques sont les plus nombreux à dire que ça a été efficace, 88% pour la réduction de la consommation, 77% pour l'arrêt, et on voit que aussi, mais que dans les autres pays, on est sur des taux qui sont extrêmement proches de la moyenne, et donc là aussi, sentiment partagé de produits qui les ont aidés concrètement, pas seulement en termes de perception et d'idées, mais dans la réalité, à pouvoir réduire ou arrêter complètement le tabac. Alors on a voulu savoir aussi si ceux qui n'en consommaient pas aujourd'hui, mais qui sont des consommateurs de tabac, donc qui ne consomment que du tabac, éprouvaient un intérêt éventuel pour l'utilisation de ces substituts nicotiniques pour essayer de sortir du tabac. Et vous voyez, un tiers d'entre eux, 37% des consommateurs de tabac qui ne consomment que ça aujourd'hui, nous disent que oui,
ils peuvent envisager d'utiliser ces produits-là à l'avenir, avec là des résultats qui varient assez fortement d'un pays à l'autre. 21% seulement en France des consommateurs aujourd'hui encore de tabac qui l'envisagent, 51% au Royaume-Uni. On voit que le Royaume-Uni, globalement, c'est un pays dans lequel il y a une attractivité, un intérêt pour ces produits-là qui est un peu plus important qu'ailleurs. Et la France se distingue effectivement par un taux un peu plus bas, comme si on avait une sorte de noyau dur de consommateurs de tabac en France qui était un petit peu plus difficile à faire bouger et à faire décrocher aujourd'hui que dans d'autres pays. On a aussi essayé de voir quel type de produits ils pourraient utiliser, quels seraient dans les différents types de produits à la nicotine ceux qui auraient leur préférence. Et vous le voyez assez nettement, ce sont les patchs à la nicotine avec 66% qui sont avant tout cités. Les chewing-gums à la nicotine aussi qui sont assez largement cités avec 63%. Et la cigarette électronique qui est citée à 55%. Donc ce sont les trois types de produits principaux qui sont, pour ces consommateurs de tabac aujourd'hui, envisagés éventuellement pour pouvoir sortir du tabac. Et vous, alors, je ne parlerai pas là sur cette question des résultats par pays, on les a présentés, mais on a des bases qui peuvent être en partie faibles dans certains pays, puisqu'on est sur des consommateurs exclusifs de tabac qui ont un intérêt pour les produits nicotiniques. Et donc, par exemple, on l'a vu en France, c'est un taux qui reste encore relativement faible, mais donc la moyenne globale est intéressante et montre bien par quel type de produit ou quel angle pourrait être l'utilisation de ces produits nicotiniques pour arrêter le tabac selon eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a voulu un peu connaître leur position sur ce que devaient faire les pouvoirs publics ou pas sur la question de ces produits nicotiniques. D'abord, pour le fait de savoir s'ils devaient les encourager. Et là, on a posé la question à l'ensemble de la population, qu'ils soient utilisateurs ou non, fumeurs ou non. Et vous le voyez, globalement, 65% en moyenne dans les 5 pays interrogés nous disent que oui, ils pensent que les pouvoirs publics devraient encourager l'utilisation de ces produits nicotiniques, avec des variations qui peuvent être relativement importantes. Le taux plus faible, c'est en Belgique avec 59%. Au Royaume-Uni, là encore, on a vu l'intérêt porté à ces produits, 77% qui nous ont dit que les pouvoirs publics devraient les encourager. Mais globalement, dans les 5 pays, on a une majorité assez nette qui pense que c'est quelque chose sur lequel les pouvoirs publics pourraient inciter les consommateurs pour se détourner du tabac à utiliser ces produits. On leur a aussi demandé s'ils pensaient en revanche qu'il fallait réguler d'un certain point de vue et encadrer l'usage de ces produits. Et vous le voyez très largement, la réglementation de l'usage des sachets de nicotine, elle est prônée par 76% des personnes que l'on a interrogées, donc une très large majorité là aussi, notamment à travers la question d'un âge minimum par exemple, et 72% nous ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait un encadrement de l'utilisation de la cigarette électronique aromatisée, là aussi. Donc une attente qui, sur les pouvoirs publics qui concerne à la fois le fait de faciliter l'usage de ces produits pour sortir du tabac, mais aussi évidemment d'encadrer, d'en surveiller l'utilisation pour que tout cela se fasse dans de bonnes conditions. Là aussi, vous voyez que dans l'ensemble des pays interrogés, il y a une majorité qui souhaite cette régulation par les pouvoirs publics de l'utilisation de ces produits. On a posé aussi une question sur le fait d'interdire éventuellement ces produits et de voir ce qui pourrait se produire dans ce cadre-là auprès des consommateurs de ces produits. Et on leur a demandé si en cas d'interdiction, s'ils envisageraient d'acheter par exemple ces produits en ligne sur des sites marchands étrangers, et vous voyez que c'est le cas de 67%, d'augmenter ou de reprendre leur consommation de tabac, c'est le cas de 65% d'entre eux, et d'acheter des produits en magasin à l'étranger, 64%. Donc on voit bien que là aussi, il y a clairement, une utilisation de ces produits qui à la fois permet de sortir du tabac, mais qui, en cas d'interdiction, poserait un problème, notamment poserait le problème pour certains d'un éventuel retour à la cigarette. Là aussi, vous voyez, c'est un sentiment qui est partagé à peu près dans tous les pays, et c'est notamment
en France, 78% qui nous disent qu'en cas d'interdiction, ça pourrait les inciter à reprendre leur consommation de tabac. Dernier point, avant de conclure, on a voulu connaître finalement la même chose sur la question de l'interdiction de la cigarette électronique. Vous voyez qu'on retrouve à peu près les mêmes proportions, que dans ce cas-là, 63% nous disent qu'ils pourraient en acheter en ligne sur des magasins étrangers ou dans des pays étrangers, 62% qui pourraient augmenter ou reprendre leur consommation de tabac, et 62% acheter des produits en magasin à l'étranger. Donc là aussi, on voit que sur la cigarette électronique, on a le même phénomène à la fois d'utilisation comme substitut et le même risque en cas d'interdiction de ces produits. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette enquête. Ce qui apparaît très clairement quand on regarde l'ensemble des résultats, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des produits qui sont utilisés principalement pour sortir du tabac, partiellement ou complètement, qu'ils sont perçus comme efficaces à la fois par l'ensemble de la population, mais aussi par ceux qui les ont utilisés pour sortir du tabac. Donc ça a été vraiment une aide très largement reconnue par ces personnes, qu'il y a encore un potentiel que probablement d'autres personnes qui ne l'ont pas utilisé pour sortir du tabac pourraient les utiliser pour sortir du tabac et permettre de réduire encore la consommation de tabac, mais que dans le même temps, très clairement, on a des populations dans ces 5 pays européens qui pensent que les pouvoirs publics ont un rôle à jouer avec ces produits, à la fois en permettant de les valoriser, de montrer qu'ils ont cette utilité pour sortir du tabac, mais aussi en encadrant leur consommation et en permettant justement un usage qui soit un usage le plus efficace possible. Je vous remercie. Entendez ? Oui. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Philippe Couillard, bonjour Olivier Véran. Olivier Véran, je rappelle que vous êtes médecin, ancien ministre de la Santé, spécialiste en neurologie. Vous avez joué, on s'en souvient, un rôle clé dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Et je rappelle que tout au long de votre mandat, vous avez défendu l'amélioration de l'accès aux soins et la modernisation du système de santé français. Philippe Couillard, vous êtes neurochirurgien, vous avez exercé à Montréal et au Moyen-Orient avant de devenir directeur du département de chirurgie de l'université de Sherbrooke en 2003. Vous avez été Premier ministre et ministre de la Santé au Québec, je ne me trompe pas. Et à l'instar d'Olivier Véran, votre double casquette d'homme politique et de médecin nous intéresse. On va parler dans cette première table ronde des perspectives et discuter autour de cette lutte contre le tabac et la réduction des risques. Je vais vous faire réagir évidemment à l'étude qui vient de nous être présentée. Mais avant ça, je voudrais commencer par une petite anecdote. J'ai eu la chance d'aller à la Fondation Louis Vuitton récemment et de voir l'exposition de David Hockney. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir que dans beaucoup de ses autoportraits, il était souvent une cigarette à la main. Et il aurait même dit, j'ai fait quelques recherches, il aurait même dit « J'adore le tabac et je suis sûr à 100% de mourir du tabac ». Une petite réaction à ce qu'a dit David Hockney il y a vraisemblablement quelques années. Est-ce que, selon vous, Olivier Véran, Philippe Couillard, est-ce qu'il vit dans le monde d'hier, ce David Hockney qui n'est pas encore mort, mais qui a quand même 87 ans? Bonjour. Vous pouvez l'allumer. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis allé voir l'exposition de David Hockney avec ses costumes en carreau, et effectivement on voit pas mal de clubs. J'ai envie de dire 100% des gagnants ont tenté leur chance, c'est un peu ce qu'il est en train de dire. J'ai fumé toute ma vie et j'en mourrai. Ça m'évoque plutôt ma grand-mère, moi, qui était dans le nord de l'Isère et qui était cruciverbiste, passionnée, et qui fumait 2 paquets de gauloises bleues sans filtre, qui buvait une demi-bouteille de Bourbon, qui est morte à 84 ans, qui me disait tout le temps, moi je lui perçais ses clopes avec une aiguille de temps en temps, parce que je ne voulais pas qu'elle meure, ça sentait vraiment la vieille clope, il faut imaginer le corps de ferme du Nord-Isère, enfin ces tableaux d'antan en fait, qu'on voit plus tellement aujourd'hui, et on se repartait de chez elle imprégné de l'odeur du tabac, elle me disait, écoute j'ai fumé toute ma vie, j'en suis pas mort, elle en est morte. Et ça c'est plutôt le côté pas drôle et le côté neurologue qui parle.
les services de neurologie vasculaire. Moi, j'étais spécialiste de l'AVC, sont peuplés de patients dont les conjoints ou les conjointes, des patients qui ont fait des AVC, les conjoints-conjointes disent « Ah non, mais on s'est toujours dit qu'on refuserait d'être handicapé, on ne veut pas vivre cette vie-là. » Mais écoutez, en fait, le problème, c'est que ces maladies-là, elles ne tapent pas à la porte. Elles ne vous disent pas « Allez, tu as encore 3 mois de tabac, et après tu auras un cancer ou tu auras un AVC. » C'est quand ça arrive, on regrette. Donc je pense qu'aujourd'hui, le discours de responsabilité, c'est plutôt de dire il ne faut pas fumer, il faut expliquer pourquoi, on en parlera tout à l'heure, la position moraliste, elle ne suffit plus aujourd'hui, surtout avec les jeunes, et il faut faire attention aux messages, effectivement, et aux signaux qu'on envoie. Par contre, l'expo est géniale, si vous pouvez la voir à la Fondation Pluton, franchement, c'est top. Je vous laisse la parole, mais vous n'avez pas totalement répondu à ma question. Il appartient donc au monde d'hier comme Oui, votre grand-mère. si, je On sais, est d'accord. il y a un côté anachronique à ce... C'est ça. Et en même temps, en fait, dans son message, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis sûr à 100% d'en mourir ». Il ne dit pas « Je fume et j'en suis pas malade ». Il en est presque content parce qu'il aime le tabac. Oui, il assume une situation à risque. C'est comme quelqu'un qui vous dit moi, je ne mets jamais la ceinture de sécurité quand je roule sur l'autoroute et puis je vais à 160. C'est pas un modèle, mais il ne se prône pas en modèle, c'est un artiste. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, quelqu'un qui vous dit ça à la télé en de grande écoute, je pense qu'il va se prendre ce qu'on appelle un shitstorm sur les réseaux sociaux assez mérité. Philippe Couillard, vous l'avez vu cette expo? Non, malheureusement, je viens d'arriver à Paris. Allez-y. Bon, je vais suivre votre conseil. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelqu'un qui dit le tabac ne me fait pas peur et je suis prêt à en mourir. C'est peut-être quelqu'un qui veut provoquer. Comme dit Olivier, c'est un artiste. Et on aime bien parfois ces déclarations-là. C'est une preuve par l'absurde. Hein? J'entendais souvent ça en pratique médicale. Mon père, mon grand-père ont fumé jusqu'à X ans. Il n'aurait rien arrivé, donc il ne m'arrivera rien non plus. Ça ne tient pas debout. Mais les gens, maintenant, je crois, au-delà de ça, c'est plutôt anecdotique, je dirais, ce genre de phénomène-là. Les gens, je pense, savent très bien le méfait, connaissent très bien le méfait du tabac. Ils veulent arrêter. Ont-ils les outils disponibles pour arrêter? Voilà la question. Et quelle est la communication des pouvoirs publics? Quel est le style de communication des pouvoirs publics pour les amener dans cette direction? Je pense que ce symposium devrait, entre autres, nous permettre de discuter de ces questions. Alors, on va entrer dans le détail. Olivier Véran, tout le monde ne le sait pas, mais vous êtes un grand vapoteur et un consommateur d'alternatives au tabac. Vous allez nous le raconter. Lesquelles, pour quelles raisons, et une réaction à l'étude qui vient d'être présentée. Qu'est-ce que ça génère chez vous? La nicotine m'accompagne comme un vieux compagnon d'infortune. Je suis tombé comme beaucoup dans le tabac quand j'étais jeune. Je me souviens des premières clopes que j'achetais, c'était peut-être je ne dirais pas la marque, on s'en fout, mais des mentholés que j'achetais avec des copains. J'étais très jeune, beaucoup trop jeune d'ailleurs. Je ne comprends pas comment on avait laissé acheter d'ailleurs un paquet de clopes. Je fumais dans les buissons, puis après, de manière un peu clandestine. Mes parents ne m'ont jamais su. À l'époque, quand on fumait dans les bars, je rentrais couvert de clopes. On me disait que j'avais joué au baby. Puis étudiant, j'ai monté les dosages de nicotine. Je dirais que j'ai un profil, moi, plutôt facilement addict, hein, avec un profil dopaminergique qui fait qu'il faut faire attention à ça. Donc maintenant, je suis marié avec la nicotine. Je crois que même quand j'étais étudiant, j'avais des soirées où j'allumais la clope avec celle d'avant. C'est quand on se dit quand même qu'il y a un sujet. Et puis j'ai arrêté avec la vape. J'avais essayé moi les patchs, les gommes sans succès. Et j'ai arrêté avec la vape, mais alors ça a été extrêmement efficace. Et maintenant je suis marié, c'est vrai, avec la vape. Alors de temps en temps, j'essaye d'arrêter la vape, ce qui fait que généralement, vous voyez, j'ai toujours, je bluffe pas, hein, j'ai toujours aussi des gommes dans ma poche, et j'ai une vape dans ma poche. J'accepte l'addiction à la nicotine dès lors qu'elle ne me met pas en danger. Je vois parfaitement la différence entre le moment où j'étais fumeur, je me réveillais, j'avais la toux du fumeur matinal, je ne pouvais pas faire de sport, je me sentais en danger, j'étais plutôt angoissé de ça. Et puis maintenant que ça fait une dizaine d'années que je ne fume plus du tout de cigarettes, j'ai aucun problème dans mon quotidien pour faire beaucoup de sport, j'ai retrouvé le goût, etc. Ça ne veut pas dire que j'en suis fier. Et je dis à mes enfants qui ont 11 et 15 ans, si je te vois avec une clope ou avec une vape, ça va mal se passer. Et je leur explique pourquoi. Mais disons que je suis sorti de ça. Par contre, je vois la réaction des gens. Vous êtes médecin et vous fumez? Vous êtes ministre de la Santé et vous fumez? Non, je ne fume pas, je vapote. Oh, c'est pareil. On a encore une bonne partie de la population qui considère qu'inhaler quelque chose s'apparente à du tabac. Et c'est là aussi l'objet des discussions qu'on doit avoir ce matin, et des discussions qui me mobilisent depuis plus d'une dizaine d'années. Je crois que la première conférence sur la nicotine, je l'ai faite, j'étais jeune député en 2012 ou 2013 à Paris. Pareil, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que la France n'emboîtait pas le pas d'un certain nombre de pays qui avaient adopté une véritable politique de réduction des risques. Donc je ne fume pas, je vapote, c'est pas la même chose. Et mon addiction à la nicotine, peut-être que je mourrai avec, mais je ne mourrai pas.
On va évidemment parler de tout ça pendant cette table ronde. Une réaction à cette étude, qu'est-ce qui vous a frappé, Olivier Véran, dans cette étude? Bah, il y a des inégalités au niveau européen, mais ça on le sait, on en parlera. Des inégalités criantes. Oui, oui, bien sûr, parce que, mais en fait... Et comment est-ce qu'elles s'expliquent alors, ces inégalités? Parce que finalement, tout le monde devrait prendre à peu près le même flot. En fait, il y a eu un moment dans l'histoire de France où nous étions un pays à la pointe en matière de ce qu'on appelle la réduction des risques. Qu'est-ce que ça veut dire, la réduction des risques? C'est considérer que le risque zéro n'existe pas, que même d'ailleurs dans les pays dans lesquels vous pouvez être condamné à mort si vous êtes surpris à un joint à la main, il y a des gens qui consomment de la marijuana. Donc le risque zéro n'existe pas. La réduction des risques, c'est choisir la trajectoire la moins coûteuse en vie, la moins coûteuse en dépenses de santé pour les gens. Et donc chaque pays est libre d'adopter des stratégies, ça relève aussi de son histoire. La France, je le disais, était très à la pointe au début des années 80 jusque dans les années 90. Et de manière générale, sur la RDR, la réduction des risques, on a ensuite pris de la distance à telle enseigne que, par exemple, j'avais mis les salles de consommation à moindre risque, ce qu'on appelait les salles de shoot dans la loi, 40 ans après les Suisses, 30 ans après les Hollandais ou les Allemands, et encore, j'ai eu des discussions avec le ministre de l'époque de l'Intérieur qui n'en voulait pas. Donc on voit qu'il y a cette logique un peu historique, sociologique, qui fait que la France est très hésitante. Ensuite, on a une histoire qui est marquée par des catastrophes, des scandales sanitaires, le sang contaminé a marqué les esprits, et probablement que le principe de précaution est poussé parfois jusqu'à des limites. Et on va en discuter parce que les statistiques sont intéressantes sur en réalité l'impact présumé des substituts nicotiniques type vape ou sachet sur la santé au regard des risques réels du tabac. Philippe Couillard, quelle est votre position? Est-ce que vous partagez la position d'Olivier Véran sur la dangerosité du tabac? Et vous, qu'est-ce que vous avez fait au Canada en tant que ministre sur ces sujets? Oui, je partage tout à fait ce que Olivier a dit. Dans notre cas, dans mon cas, je me suis attardé beaucoup pour des raisons de liberté, de libre arbitre. Je pense que c'est quand même important comme société de pouvoir discuter de quel droit l'État se permet-il d'intervenir dans les choix que les gens font. Mais sur la fumée secondaire, la vieille notion de liberté, je suis libre en autant que je ne gêne pas votre liberté à vous et que je ne cause pas de dommages. C'est cet angle-là qui nous a permis d'intervenir très largement sur la fumée secondaire. Et d'ailleurs, petite anecdote, les gens qui ont été le plus reconnaissants après la loi qu'on avait fait adopter, qui venaient me voir dans la rue pour me le dire, c'était les serveurs dans les restaurants ou dans les bars, qui étaient exposés à des niveaux de fumée secondaire très, très élevés, avec les mêmes risques que s'ils fumaient eux-mêmes. Et ça a été vraiment l'angle qu'on a pris. On s'est abstenu de tout discours moralisateur. Fais pas ça parce que c'est pas bien. Ça marche vraiment pas bien, particulièrement chez les jeunes, on y reviendra. Et on a eu des résultats mais qui plafonnent. Ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup baissé le taux de tabagisme. Il y a des groupes de résistance, les jeunes femmes particulièrement. Et pour aller plus loin, je crois que ces voies, comme l'utilisation de nicotine, nous permettent d'envisager de diminuer encore plus le taux d'exposition au tabac, qui devrait être notre objectif. Alors, puisque Philippe Couillard parle de fumée secondaire, je ne peux pas ne pas rebondir sur l'actualité. À partir du 1er juillet 2025, ça ne vous a pas échappé, il sera interdit de fumer sur les plages, aux abribus, devant les collèges et les lycées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est tenable? Pardon? Oui, parc et jardin, oui. Mais c'est dans la logique que relate Philippe, de protéger les gens qui ne sont pas exposés et de ne pas permettre au tabac d'avoir une image, entre guillemets, d'acceptabilité sociale ou de coolitude, si vous me permettez l'expression. Moi, j'avais déclenché le PNLT, le Plan National de lutte contre le tabagisme, en 2022 avant de quitter le ministère. Les travaux ont commencé en 2023. Mais avant, j'avais commis déjà des actions contre le tabac lorsque j'étais député, parce que j'étais rapporteur de la loi sur le paquet neutre. J'avais aussi augmenté le prix du paquet de tabac. Donc la lutte acharnée contre le tabac, elle est nécessaire. Donc sans doute que des études ont montré que l'exposition à des fumées secondaires dans les parcs, les jardins avait un impact, de la même manière qu'un jour on a considéré qu'il fallait arrêter de fumer dans les restaurants et les cafés. À l'époque, tout le monde s'inquiétait. Aujourd'hui, les gens ne comprendraient pas qu'on revienne en arrière. Ils sont même choqués quand ils voient quelqu'un à l'étranger fumer dans un café ou un resto. C'est un peu comme les quais de la Seine, sans faire de politique locale, qu'on a fermé. Ce que je veux vous dire, là où je rejoins Philippe aussi, c'est sur la question moraliste. En fait, la cible, c'est vraiment les ados. C'est ne pas rentrer dans la dépendance à la nicotine. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'un gamin qui rentre dans la dépendance à la nicotine, il a des risques d'être marié à la nicotine toute sa vie. Il cheminera, peut-être qu'il arrêtera, peut-être qu'il reprendra, mais il aura été sensibilisé, et ce risque-là, ce passage à la consommation, c'est cela qu'il faut pouvoir éviter. Et effectivement, la posture moraliste,
qui consiste à dire si tu fumes, tu seras puni parce que ça te tue. Un ado, par définition, il est dans la transgression, et donc plus on lui dit de ne pas faire, plus il va avoir tendance à le faire. Quand j'étais au collège, en biologie, je me souviens très bien, on m'a appris à disséquer un œil de bœuf. Vachement bien, un œil de bœuf, on s'en sert tous les jours, mais à aucun moment, dans l'éducation à la santé que j'ai pu recevoir, on m'a expliqué par quel mécanisme le tabac, la combustion à 900 degrés d'une feuille de cigarette, les 7000 composants toxiques de la cigarette allaient pouvoir provoquer des lésions cancéreuses, des maladies vasculaires, provoquer des infarctus. Et c'est ça qu'il faut être aussi capable d'expliquer très simplement, que moi je fais des schémas en neurologie, je fais des schémas aux patients fumeurs pour leur dire en fait quand on vous dit que le tabac tue, je vais vous expliquer pourquoi. C'est des petites particules qui viennent blesser les parois vasculaires, l'endomètre de vos vaisseaux, et ça va faire des croûtes qui vont grossir, et puis à un moment donné, elle va se décoller, ça bouche un vaisseau. Et là, ils disent, ah oui, d'accord, c'est ça. Donc il faut sans doute qu'on soit plus actif sur l'éducation à la santé. Moi, je souhaite qu'on insiste sur ces mesures-là plutôt que sur l'interdiction stricto sensu. Mais alors, du coup, cette interdiction devant les collèges et les lycées, vous n'avez pas répondu à mes questions. Est-ce que c'est tenable ? Comment est-ce qu'on va Est-ce que c'est pouvoir... tenable? J'en sais rien. Est-ce que c'est tenable? On On interdit aujourd'hui depuis très longtemps d'acheter des cigarettes quand on est mineur. Est-ce qu'on connaît beaucoup? Est-ce qu'on a souvent vu des policiers municipaux? Est-ce qu'on a souvent vu la police municipale contrôler? Non, jamais. Non, Donc, bon, voilà. mais en tout cas, on ne reconnaît plus, on n'érige plus à l'état de norme le fait de fumer devant des collèges et des lycées. Et ça, on peut comprendre l'intérêt de le faire. Est-ce que c'est une norme qui est réaliste? On verra dans l'application pratique. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se prennent des amendes parce qu'ils passent devant un collège avec une cigarette à la main. Mais encore une fois, on casse le schéma normatif. Ça n'est pas normal de fumer et on ne le reconnaît pas dans la société comme pratique comme une autre. Ce qui est encore une fois pas la même chose pour le vapotage, je le redis. Bien sûr. Philippe Couillard, les jeunes, ça a été pour vous, vous l'avez répété quand on a préparé ce moment, une cible prioritaire. Comment est-ce que vous y êtes pris justement et pourquoi cette cible-là? Pourquoi les si chiffres... c'était pas un discours moralisateur, comment est-ce que vous avez fait? Alors, les cibles, ça s'explique, on voit les chiffres chez les jeunes, c'est là que les gens prennent d'habitude du tabac, et les jeunes filles en particulier. Je ne sais pas si c'est le cas ici en France, mais les jeunes filles particulièrement plus actives dans le fait de commencer à fumer. Ce qu'on faisait, ou l'approche qu'on avait, c'est plutôt que de dire un vieux bonhomme comme moi, de dire aux jeunes, si tu fumes, c'est pas bien, il va t'arriver malheur, on les faisait se parler entre eux. Alors, on avait créé un groupe qui s'appelait la bande allumée ou la gang allumée, le terme que vous voulez, qu'on soutenait là, par des divers moyens, qui se rencontraient entre eux pour parler de tabac et parler de ce que ça leur faisait comme effet à eux, sous plusieurs angles. Je pense qu'on pourrait résumer en ce que j'entendais les jeunes se dire entre eux. Fumer, c'est pas cool. Ça commence une accusation grave pour un jeune, hein? Pas de pas être cool. Et ça c'est un message qui portait. Tous les messages, là, c'est pas qu'ils n'écoutent pas, mais ils sont tellement à distance de ce genre de préoccupation-là que les messages style si tu fumes, tu vas avoir le cancer, peut-être là. Ça fonctionne pas tellement. C'est pas très propre, c'est pas cool, ça marche très bien. Et je pense que c'est la voie à suivre. Plus on dit à un jeune ne fais pas ça, plus il va vouloir le faire. C'est une réalité qui existe depuis très longtemps. Mais il faut les accompagner là-dedans. Ce n'est pas un cheminement qui est facile. Il faut qu'ils soient soutenus par d'autres jeunes et non pas des gens plus âgés qui leur donnent des leçons de vie. Et pour nous, ça a été la méthode d'action qui a été la plus efficace. Quel est est-ce que vous pouvez nous dresser un bilan de la consommation de tabac au Canada aujourd'hui? À quoi ça ressemble par rapport à la France? Qu'est-ce qui vous frappe quand vous arrivez dans un pays comme la France en termes de consommation? D'abord, je viens d'entendre l'annonce il y a quelques jours sur les lieux publics. Je trouve que c'est un gros progrès parce qu'il y avait un certain blocage qu'on sentait ici sur le tabac dans les lieux publics. Dans les restaurants, les bars, je pense que ça s'est quand même assez bien passé. C'est quand même assez intéressant. Quand j'étais ministre et que j'ai introduit cette loi, j'ai été littéralement agressé par les propriétaires de restaurants et de bars qui me disaient que je leur faisais faire faillite. Surprise, il n'y a personne qui a fait faillite. Il y a plus de gens qui y allaient parce que c'était moins désagréable d'y aller et surtout d'y travailler. Et ça, je pense que ça a été une victoire intéressante. Mais pour les lieux publics, la question, c'est, en anglais, on dit enforceability. C'est bien beau de faire une loi ou un règlement, mais qui va l'appliquer? Parce qu'une loi non appliquée ou un règlement non appliqué, elle est à toute fin pratique inutile. C'est un hochet symbolique qu'on peut ajouter quand on veut dire ce qu'on fait, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on va envoyer, ici en France, des policiers dans les parcs partout pour vérifier? Je ne crois pas. Ils ont autre chose à faire, puis des choses probablement encore plus prioritaires. Donc, nous, pour les écoles, par exemple, je trouvais ça intéressant qu'on parle des écoles. On avait fixé une limite de distance, assez arbitraire, je pense que c'est 9 mètres, quelque chose comme ça autour des écoles où il ne fallait pas fumer.
en se disant que si on élargissait ça davantage, peut-être ça donnerait bonne conscience aux législateurs. Mais en pratique, ça ne serait probablement pas appliqué. Et c'est l'approche qu'on a prise. Alors, on va entrer dans le détail si vous le voulez bien. Vous êtes allé très très vite sur la vape, Olivier Véran. Qu'est-ce qui distingue concrètement la nicotine de la combustion de tabac? Parce qu'en fait, dans l'esprit du consommateur, vous l'avez dit, hein, les deux sont intimement liés. Est-ce que vous pouvez rentrer dans ce détail? Il y a 7000 différences, 7000 composés toxiques qu'on a dans la cigarette et qu'on n'a pas dans la cigarette électronique. Et il y a une combustion à 900 degrés qui chauffe et qui brûle la feuille de tabac dans la cigarette, qui entraîne le relargage de monoxyde de carbone, de gaz toxiques, de fumée, qu'on n'a pas, il n'y a pas de combustion dans la vape. Ça chauffe, mais ça n'a pas de combustion. Parfois, quand on me dit, mais du coup, est-ce qu'il y a du vapotage passif? Ouais, parce que parfois, les gens se prennent la vapeur. Je leur dis, en fait, c'est un peu comme si vous mettiez la tête au-dessus d'une casserole en ébullition, où vous avez fait chauffer du pot-au-feu, par exemple. C'est pas parce que vous inhalez la vapeur qui s'échappe de la casserole que vous allez avoir du pot-au-feu dans les poumons, et fort heureusement. Donc on est dans quelque chose qui protège aussi, qui n'est pas du nocif pour l'environnement et l'entourage, à l'inverse du tabac. Donc les différences sont massives, en fait. Encore une fois, le point commun, c'est d'assouvir une addiction à la nicotine. Une fois qu'on y est rentré, encore une fois, il y a des gens qui s'en sortent très bien, où ils font un gros effort, ils mettent des patchs, ils vapotent pendant un mois, puis ils arrivent à arrêter. Tant mieux, je suis très content. Moi, j'ai fait arrêter plein de copains la clope, quand j'ai arrêté moi-même, en leur achetant leur première vape. On peut dire, le mec, il achète des vapes à ses copains. Bah oui, mais aujourd'hui, les copains, ils me regardent, eux, ils vapotent plus, puis ils me regardent, ils disent, quand est-ce que tu arrêtes? Moi, aujourd'hui, je gère, et je sais que si j'arrête, je risque de reprendre la cigarette de temps en temps, et je me connais, je risque ensuite de reprendre la cigarette pour de bon. Donc chacun gère son addiction comme il le peut, ses besoins de nicotine comme il le peut. Donc la vape, elle a cet avantage-là, massif. Il y a une étude, c'est le Public Health England, qui a fait une étude qui montrait que c'était au moins 95% moins dangereux que la cigarette. Au moins 95% moins dangereux. C'est des chiffres qui parlent. L'étude Cochrane, qui est le journal indépendant, montre que c'est un moyen supérieur aux substituts nicotiniques classiques, patch et gomme, pour sortir du tabagisme. Et figurez-vous que j'ai poussé le vice quand j'étais ministre, je crois, à l'occasion d'un déplacement à Saint-Étienne. Je suis allé dans un labo où il y avait une grande cuve en verre ou en plexi avec un poumon humain, c'est un peu bizarre, hein, mais un poumon humain qui vapote en continu depuis des années. Vous voyez ce poumon qui est conservé et qui, à chaque fois, il vapote. Et donc, ils n'ont pas vu de lésions cancéreuses et pas de lésions franches au niveau pulmonaire. Moi, ça m'a plutôt rassuré parce que quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, on disait finalement, qu'est-ce que ça donnera dans 10 ans? On manque sans doute encore d'études de cohorte sur des très 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 longues périodes, mais il y a suffisamment de millions d'individus qui vapotent dans le monde pour qu'on puisse dire que ce que dit la science, c'est savoir que c'est beaucoup moins toxique que le tabac. Donc, encore une fois, ça veut dire, il ne faut pas dire aux jeunes de vapoter, il ne faut pas qu'ils rentrent dans la dépendance à la nicotine, c'est là qu'on met le paquet, c'est là vraiment qu'on met le paquet. Par contre, réduction des risques, c'est-à-dire aller vers une reconnaissance, comme certains pays l'ont fait, plutôt avec succès, d'autres outils de substitution nicotinique que les seuls patchs et les gommes. Qu'est-ce qu'il y a comme études sur le sujet? Vous dites que... Il y a beaucoup d'études. Sur lesquelles est-ce que vous pouvez vous appuyer? D'abord, je vais citer la revue Cochrane, qui est quand même une méta-analyse, qui est faite sur plein d'études, pour montrer que c'est efficace, plus efficace que les moyens traditionnels pour se sevrer du tabac. Donc ça veut dire que c'est un outil de sevrage efficace et éprouvé. 2, des études au long cours qui sont faites dans plein de pays dans le monde, avec des cohortes, c'est-à-dire qu'on suit des dizaines de milliers de personnes qui vapotent pour regarder s'ils développent plus de cancer ou pas plus de cancer. Il y a des études qui sont faites aussi concernant les sachets de nicotine et le snus. C'est que le snus est interdit en Europe, à l'exception de la Suède. C'est une pratique suédoise. Quand la Suède a intégré l'Union européenne, ils ont obtenu une dérogation pour utiliser ça. Il y a du tabac dans le snus, mais vous mettez dans la bouche. Et l'Europe l'interdit, considérant, peut-être à raison, j'en sais rien, qu'il y a plus de risques de cancer du pancréas ou de lésions de cancer de la bouche. Ce que les Suédois montrent par le suivi de leur cohorte de gens qui consomment le snus, c'est qu'il n'y a pas massivement, en tout cas à l'évidence, on n'est pas dans un truc aussi gros que ça. Ce qui est compliqué, si vous voulez, encore une fois, pour les pouvoirs publics. Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes politique, vous pouvez me dire, mais pourquoi, s'il dit qu'il faut l'utiliser comme sevrage, pourquoi il ne l'a pas reconnu quand il était au pouvoir? D'abord, ce sont des décisions scientifiques qui sont prises par des autorités, des recommandations qui sont prises par des autorités qui, et heureusement, sont indépendantes. Ensuite, on a encore une fois ce principe de précaution qui fait que tout le monde est très très vigilant par rapport à ça. Donc c'est pas un politique, et heureusement, qui prend le pas sur le scientifique pour dire moi j'estime que vous avez tort et qu'il faut y aller. Je dis juste, encore une fois, ma position, et donc elle est toute personnelle, elle est que l'expérience éprouvée de pays qui nous entourent montre que diversifier les moyens de sevrage semble avoir une efficacité beaucoup plus importante
que rester cloisonné à quelques méthodes de monopole pharmaceutique comme les patchs ou les gommes. Donc c'est un accélérateur de santé publique. Ben, c'est un accélérateur de santé publique probablement, puisque je considère, vous l'avez compris, que moi je suis pour la réduction des risques. Encore une fois, le risque zéro n'existant pas, faisons en sorte que les gens ne meurent plus. Depuis qu'on a commencé à parler avec vous, avec Philippe, ça fait quoi? Ça fait 20 minutes, une demi-heure, il y a la moitié d'un Airbus A320 qui s'est écrasé dans le monde. C'est-à-dire qu'on a déjà eu 150 personnes qui sont mortes directement du tabac, pendant qu'on est en train de discuter tranquillement. Donc bien sûr qu'il y a une urgence à agir, et qu'il faut considérer que d'autres pays font mieux que nous. Les résultats de certains pays sont éloquents en matière de... Alors nous, on a une petite baisse, tant mieux, de la prévalence du tabac, on est passé de 24 à 23%. Il y a encore une personne sur 4 dans ce pays qui fume. On va parler des exemples étrangers juste après, si vous le voulez bien. Philippe Couillard, les alternatives, une réaction à ce qu'a dit Olivier Véran sur ces alternatives nicotiniques. Comment est-ce que ça se passe au Canada? Comment est-ce qu'elles sont utilisées, ces alternatives, et quel est votre regard dessus? Ben, elles sont utilisées et disponibles un peu difficilement, mais elles sont disponibles. Il faut les patchs vont se mettre dans la joue, il faut les acheter en pharmacie. Et puis le gouvernement a légiféré ou édicté un règlement sur le contenu en nicotine qui est maximum selon l'utilisation qu'on en fait. Bon. Mais il me semble que le problème de base, c'est que les gens ne savent pas encore la différence entre le tabac et la nicotine. Pour eux, tous les risques associés au tabac sont liés à la nicotine, y compris le cancer du poumon. Ce qui n'est pas exact. Oui, il y a des enjeux vasculaires qu'on peut discuter avec la nicotine, le problème de l'addiction, mais ce n'est pas la nicotine qui est le lien avec le cancer du poumon, très faiblement si c'est le cas. Et ça, on ne fait pas assez, à mon avis, d'efforts de communication là-dessus. Et pourquoi? Parce pourquoi? c'est quand même le nerf de la guerre. On croit que les gens le savent, mais les gens ne savent pas. On ne peut pas leur reprocher de ne pas le savoir. Oui, mais vous avez été tous les deux ministres. Donc est-ce qu'un ministre n'a pas un rôle à jouer justement là-dessus? Bien sûr, le rôle principal d'un politique, c'est d'être un communicateur. Mais le message est-il reçu? Et comment le message est-il décodé par les gens qui le reçoivent, sachant qu'il vient du politique? Ces jours-ci, avec ce qu'on voit dans le corps politique en général ou l'opinion publique, on peut se poser des questions. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir beaucoup par intermédiaire. Soit les experts de santé publique dont la crédibilité scientifique ne fait aucun doute, soit les personnes similaires à celles qu'on veut viser. Je parlais des jeunes tantôt, c'est un très bel exemple. Il y a un élément culturel très important dans le tabagisme. Il ne faut pas le négliger. Pourquoi certaines populations fument-elles plus que d'autres? Au Québec, c'est peut-être notre ascendance latine, on est dans la maison de l'Amérique latine ici, on a un taux de tabagisme plus élevé qu'ailleurs. Pourquoi? Même chose en France, pourquoi? Et dans les autres pays européens, la comparaison est intéressante. Donc il faut tenir compte de ça. Mais je reviens un peu également, pour moi c'est assez important, sur la question de la moralité politique, dans le sens plus large du terme. On doit toujours se poser la question comme politique, quelle légitimité ai-je pour intervenir dans les choix de vie des gens? Et à mon avis, la légitimité fondamentale, c'est celle qui s'applique aux méfaits causés sur d'autres par l'habitude qu'on a ou la pratique qu'on a. Exemple, la fumée secondaire. Et c'est assez semblable finalement à la lutte. Moi, je suis assez vieux pour me souvenir des débats sur la ceinture de sécurité. C'est assez incroyable quand je me souviens de gens qui donnaient comme argument à la télé, c'est moins dangereux de ne pas avoir de ceinture que d'avoir une ceinture parce que je peux être éjecté, donc j'ai une chance de m'en sortir. Ça semble absurde, c'est absurde, mais c'était quelque chose qui était dit. Mais on a fini par y arriver, parce que tout le monde s'y est lié de tous les côtés dans la société. Alors je pense qu'également la question sociale, la question de la légitimité politique d'intervenir jusqu'à certains points dans la vie des gens, elle n'est pas superficielle, elle est fondamentale. Il faut l'exprimer. Si on légifère là-dedans, moi, je disais aux gens, voici pourquoi j'estime que le gouvernement a la légitimité d'intervenir dans la lutte au tabac. On ne veut pas vous donner des leçons de morale, mais voici le dommage que ça fait, oui, sur vous, mais sur d'autres également. En fait, la difficulté de votre question, elle tient... en fait, il faut graduer, encore une fois, les conséquences de la consommation. Est-ce que la nicotine est dangereuse pour la santé? La nicotine, on en produit naturellement. Le danger de la nicotine vient du fait que si on la consomme de manière non naturelle, qui ne correspond pas à notre propre production, mais qu'on ajoute de la nicotine, de l'apport de nicotine, on va stimuler des capteurs à la nicotine, des récepteurs, qui vont avoir besoin de davantage de nicotine et dans la durée. D'accord? Donc le risque de la nicotine, c'est l'entrée dans la dépendance à un apport externe de nicotine. Parce que ce risque-là, il ne tient pas, vous l'avez compris, au risque de la nicotine en elle-même, mais du risque qu'on diversifie les modes d'apport et qu'on finisse par fumer.
C'est ça la difficulté. Donc dire, quand vous êtes ministre de la Santé, vous inquiétez pas, la nicotine de la vape, elle n'est pas dangereuse, ou elle est beaucoup moins dangereuse, c'est d'une certaine manière dire à la population, finalement, vous pouvez consommer de la nicotine, ça ne présenterait pas de dangerosité. Or si, le discours, il doit être très clair. Ne pas rentrer dans une forme de consommation externe de nicotine pour se préserver d'un risque d'addiction. Le jour où on aura développé une biothérapie, ça arrivera, pas de souci là-dessus avec l'IA, ça va y arriver, qui permettent de s'extraire d'une addiction à la nicotine, bon, ben on aura un débat sociétal pour savoir si on peut consommer des produits nicotinés comme on peut consommer des produits alcoolisés, etc., etc. Est-ce que ça fait partie de la culture? Est-ce qu'on a envie de se fumer un cigare ou une cigarette de temps en temps, sachant qu'on est à l'abri d'un risque de dépendance? On n'en est pas là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on prévient le risque principal, c'est l'entrée dans l'addiction, et ensuite on gradue les risques, réduction des risques, et donc on dit la clope, no way, en aucun cas, c'est dangereux, on explique pourquoi, on met des mesures restrictives, on fiscalise à mort, ok? Et de l'autre côté, on développe toutes les alternatives en étant à l'écoute de la demande des gens. Et en fait, ce qui est intéressant avec le phénomène de vape, des sachets ou du snus en Suède, c'est que ça correspond à une demande d'une partie de la population d'avoir une consommation différente de nicotine. Et si la réponse des pouvoirs publics c'est non, faut pas, ça marche pas. Donc il vaut mieux dire oui, mais avec des règles. Et donc, on gradue les choses et on vous oriente. C'est ça, il faut qu'on ait un plan, en France, il faut qu'on ait un plan de formation des soignants à l'usage de la vape et par exemple, et des sachets. C'est-à-dire que, mais pour ça, il faut que ce soit reconnu comme outil de sevrage. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est une étape essentielle, me semble-t-il, si on arrive à avoir suffisamment de clés de validation scientifique pour que tout le monde soit rassuré et qu'on se dise « Ok, il vaut mieux vapoter quand on est vasculaire, un terrain vasculaire, que fumer, et donc on autorise l'accompagnement médicalisé de ça. » Je suis un petit peu long là-dessus, mais c'est important. En disant ça, je ne veux pas qu'on pense que je serais pour un monopole pharmaceutique sur ces produits. Le pays qui l'a fait, je crois que c'est l'Australie, ça a été une catastrophe. Les gens ont leur habitude de consommation. Et ils n'ont pas l'impression d'aller prendre des médicaments quand ils vont consommer de la vape, alors qu'ils peuvent avoir l'impression de consommer des médicaments quand ils achètent un patch. Il ne faut pas changer ça, parce qu'en fait, ça correspond à une appétence des gens. Donc si vous faites un monopole pharmaceutique, vous allez avoir, comme en Australie, une chute de la consommation, vous avez une explosion du marché noir, et vous n'allez plus du tout maîtriser les critères. Vous l'avez dit tout à l'heure, la France est en retard par rapport aux autres pays. Est-ce que vous pouvez qualifier la position de la France et ce retard, justement? Comment le rattraper? Moi, quand j'avais demandé qu'est-ce qui nous empêchait de reconnaître la vape comme outil de sevrage, on m'a dit on n'a pas assez d'études cliniques, de données. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on est marqué dans notre pays par des histoires sanitaires compliquées qui ont mis en tension la confiance des Français dans leur système sanitaire. Et donc, on est sans doute dans une position assez forte de principe de précaution. Et je n'ai pas vocation à le critiquer, encore une fois. Je dis juste que, à mesure que les années passent, qu'on voit ce qui se passe dans certains pays étrangers, on peut se dire qu'on peut sans doute mieux faire que se satisfaire, limite sabrer le champagne, parce qu'on a baissé d'un point la prévalence du tabagisme. Alors justement, les pays étrangers, on en parlait beaucoup dans l'étude tout à l'heure. Quels sont les pays dont on pourrait davantage s'inspirer? On a beaucoup parlé de la Suède, il y a également le cas du Japon. Quels sont les pays qui vous inspirent, Olivier Véran? Moi, j'en ai cité quelques-uns. En Angleterre, ils avaient fait le swap to vape. Alors ça, ils avaient carrément donné des vapes aux fumeurs en disant essayez, c'est l'adopter. Et ils ont fait chuter la prévalence du tabagisme. Donc ça, c'était vraiment la méthode d'accompagnement. La Nouvelle-Zélande a pris des mesures, alors un pack de mesures hyper restrictives, parce que c'est le premier pays, je crois, à avoir voté le fait que les gens qui sont mineurs aujourd'hui, qui ne peuvent donc pas acheter de produits du tabac, ne pourront pas en acheter non plus quand ils seront majeurs. Ça, c'est une mesure très radicale, hein. C'est-à-dire, en fait, la nouvelle génération est une génération qui n'aura pas accès à une prohibition complète. J'ai des doutes, de gros doutes. Après, la Nouvelle-Zélande est loin, c'est une île, il y a peut-être moins de contrebande que dans un pays union. Et ils ont mis aussi des mesures incitatives de reconnaissance du sevrage, c'est intéressant. L'Australie, dont j'ai parlé en mal tout à l'heure, avait fait un truc à l'époque, ça devrait te plaire Philippe, ils avaient fait un concours entre lycées. Le premier lycée sans fumeurs, les jeunes avaient le droit à un théâtre, enfin plein de trucs, donc ils avaient mobilisé de manière positive les jeunes là-dessus. Puis beaucoup de pays qui font l'éducation à la santé, beaucoup plus que nous. Le nord de l'Europe, ils font l'éducation à la santé. Ils leur donnent les clés de compréhension et de lecture. Qu'est-ce qu'on peut tirer du cas de la Suède? Encore une fois, la Suède est très à part parce qu'elle a une pratique historique, sociale, d'une consommation de sachets nicotiniques contenant du tabac, ce qu'on appelle le snus, qui est interdit à peu près partout ailleurs. Mais la Suède, qui l'autorise parce qu'elle est dans un principe de réalité
et qu'elle adopte cette réduction des risques, mène des études intéressantes de cohorte pour vérifier si oui ou non les gens ont tort de se méfier. Il faut se souvenir de quelque chose, comparaison n'est pas raison, mais lorsque la chic était apparue il y a très longtemps, je sais pas, aux États-Unis, les gens disaient c'est un moyen absolument génial de ne plus fumer, on respire mieux. À l'époque, ils ne se souciaient pas du cancer, mais ils étaient mieux dans leur... Et puis la chic, en fait, était toxique, puisqu'elle pouvait donner des cancers orobucaux, et la chic, aujourd'hui, n'est certainement pas reconnue comme un outil de sevrage. Donc, tout le monde est assez prudent quand une nouvelle méthode sort, on se donne les moyens de l'évaluer, de regarder au long cours comment les choses se passent, et on diversifie l'offre lorsque, encore une fois, on considère que le risque est mineur. Philippe Couillard, quel est votre regard sur toutes les alternatives aujourd'hui et sur des cas d'inspiration qu'on peut trouver en Europe ou en Australie, Nouvelle-Zélande, je parlais du Japon tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pays que vous trouvez particulièrement avant-gardistes sur ces sujets-là? Ben, nous, au Canada et au Québec, on est assez alignés sur les pays scandinaves pour plusieurs raisons, surtout lorsqu'ils sont pragmatiques. J'aime beaucoup le terme que tu as utilisé tantôt. D'ailleurs, on l'a vu dans le COVID. Au début, les pratiques suédoises dans le contrôle du COVID étaient fortement critiquées par l'Europe et les autres pays. Et finalement, les résultats finaux ont été assez acceptables si on les compare à ceux des autres pays. Donc, ce type d'attitude, ça revient un peu sur ce que je disais tantôt, ce type d'attitude pragmatique, concilier le libre arbitre et la réalité scientifique, d'après moi, c'est quelque chose dont il faut s'inspirer. Et on l'a fait très bien dans plusieurs domaines. C'est un peu également, pour moi, le problème de la recherche constante de la perfection. Voulant dire que si c'est pas parfait, c'est pas bon, on n'accepte pas. Un exemple de ça, c'est la transition énergétique. Si on n'enlève pas complètement le CO2, ça ne sert à rien, c'est inacceptable. Et finalement, on se prive de faire des progrès parce que les progrès sont tous mauvais pour des raisons qui leur sont propres. De sorte que lorsqu'on dit que ce qui est acceptable, c'est uniquement de ramener le risque à zéro, et on trace une voie vers l'échec. Il y a bien des sociétés qui l'ont démontré, entre autres la France avec Robespierre à une autre époque. Les grands changements de société, à mon avis, sont souvent sapés à la base par cette recherche de la perfection. Et c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans les mouvements sociaux éventuellement. Il faut garder ça en tête et viser qu'est-ce qu'on veut. On veut qu'il y ait moins de gens qui fument, on veut qu'il y ait moins de gens qui meurent par des effets à long terme du tabac. C'est ça l'objectif. Concentrons-nous sur l'objectif, même au prix de faire certaines concessions sur certains autres aspects. Et de faire comprendre aux gens la différence entre la nicotine et le tabac, pour moi, c'est absolument fondamental. Parce que si on ne comprend pas cette différence, on ne sera jamais réceptif au message de cessation du tabagisme. Un tout petit point sur l'aspect social, quand on se compare aux pays nordiques. Quand on va à Copenhague, l'ambassadeur français un jour à Copenhague me disait qu'il a eu le malheur de traverser le passage piéton alors que le petit bonhomme était rouge mais qu'il n'y avait pas une voiture à 500 mètres à la ronde et il a pris une prune. C'est-à-dire que à la fois les pays scandinaves ont une culture aussi du respect des règles qu'on n'a pas forcément dans les pays latins, cher Philippe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire au Danemark, si on dit aux gens ne fumez pas devant les écoles, il n'y a pas besoin de mettre de policiers. Alors que nous, on sait déjà que ça ne va pas marcher. Alors que nous, on verra. Racontez-nous comment ça se passe au Canada. Est-ce qu'il y a une alchimie entre public et privé sur ces sujets? Philippe Couillard, et je viens une réaction de vous, Olivier Véran. Est-ce que public et privé marchent vraiment main dans la main pour faire avancer les choses sur ces sujets-là? Dans la santé, c'est toujours délicat de faire marcher le public et le privé main dans la main, à moins qu'on s'entende sur les objectifs et les façons d'agir. Et je crois qu'on a un bel exemple avec cet exercice, ce symposium, de la façon dont le secteur privé peut entrer en jeu de façon constructive. Le problème, c'est que pour une partie d'opposition, toute intervention du secteur privé est considérée comme suspecte à la base. Et donc, on ne peut pas aller très loin dans la discussion. Oui, vous faites un sommet sur la nicotine, mais c'est parce que vous voulez en vendre plus. C'est uniquement une sorte de capitalisme comme une autre. Oui, bien sûr, on est tous dans ce système capitaliste. Et d'ailleurs, en santé, on l'est aussi. Qui fabrique les médicaments? Qui fabrique les instruments chirurgicaux? Est-ce que c'est fait de façon bénévole? Pourquoi pas? Mais on a besoin de ces produits. Donc, il faut accepter. Voilà un autre élément de la société qu'il faut accepter et savoir mobiliser dans la bonne direction. C'est exactement ce que ce type de symposium peut faire. Et l'action à mener, c'est dans cette direction qu'elle doit aller. Moi, ce que j'aime bien dans le milieu de la vape, c'est qu'il y a un vrai militantisme. C'est-à-dire que, déjà, il y a plus de 10 ans, je disais, quand j'ai fait ma première intervention sur le sujet, j'étais entouré de gens qui considéraient qu'on n'allait pas assez vite, qu'on n'allait pas assez loin, mais ce n'était pas dans un objectif commercial.
c'est des objectifs, on ne comprend pas. Nous, on s'en est sortis. En fait, c'est des gens souvent qui sont sortis du tabac par la vape, qui sont les premiers convaincus et qui sont les premiers militants. Et qui disent en fait, on ne comprend pas pourquoi est-ce que vous. Nous, on est la preuve vivante que ça marche. Vous savez, quand on a traversé quelque chose, quand on a battu une addiction, quand on s'en est sorti, on dit en fait, maintenant j'ai envie de consacrer ma vie à ça, alors, parfois avec des objectifs commerciaux, c'est pas sale, mais parfois avec des vrais objectifs militants, puristes. Moi, je reçois encore des fois des messages de gens de la vape que j'avais côtoyés il y a une dizaine d'années et qui continuent de m'engueuler en disant comment c'est possible que le ministre de la Santé qui va peut-être. Gars, on fait ce qu'on peut, on y va, mais du coup, je trouve que l'interaction est assez saine. À l'inverse, je le dis très tranquillement ici, ni comme député ni comme ministre, j'ai eu à frayer avec l'industrie du tabac et ça ne me serait pas venu à l'idée. Je fais très fortement le distinguo entre les choses. On peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'un ancien ministre de la Santé vient parler de nicotine? Ben oui, c'est le sujet numéro 1. Il y a 75 000 morts dans notre pays, c'est 150 milliards de dettes. Si on considère que ce sont dans des bureaux, même avec des gens très bien de santé publique, qu'on va uniquement régler le problème, on se trompe. Donc il faut qu'il y ait une coopération avec des gens qui, finalement, poussent dans le même sens que nous, peut-être avec des moyens différents, des méthodes différentes, mais qui poursuivent le même objectif, qu'on soit une nation sans tabac. Donc je trouve que c'est très positif, et je le fais sans aucune difficulté. Dernier point, avant de prendre les questions de la salle, vous pouvez les préparer, on a prévu une dizaine de minutes de questions. Il y a un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est celui de la fiscalité. Quel est votre regard sur la fiscalité, que ce soit des alternatives nicotiniques ou du tabac en France? Comment le faire évoluer, Olivier Véran? Et puis un mot là-dessus, Philippe Couillard. Moi, j'adopterai une règle assez simple. Alors, vous savez, je suis l'auteur de la taxe sur le sucre dans les sodas. À l'époque, ça avait été très compliqué. Et j'avais battu le gouvernement en 2 fois. Et j'avais obtenu une unanimité quasiment au Parlement sur une taxe qui est modulée en fonction du taux de sucre dans les sodas. En disant, on ne va pas taxer la même chose de la même manière. Et donc, ça va être incitatif pour l'industrie du sucre pour qu'elle réduise. Et en 1 mois, moins de 70% de sucre dans le Sprite, dont le goût n'a pas changé, moins de 30% dans les Coca, etc. Donc c'est une mesure de santé publique qui a été ultra efficace. Ultra efficace. Et je suis aussi l'auteur du Nutri-Score dans la loi, qui est aussi efficace dans la mesure où c'est plutôt incitatif. Donc vous voyez que je ne suis pas un affreux ayatollah qui empêche les gens. Par contre, avoir des mécanismes de fiscalité intelligents, je trouve ça pas mal. Donc si je devais faire une règle fiscale aujourd'hui, ce serait taxer la nocivité. Donc ne certainement pas appliquer la même fiscalité au tabac et aux produits de substitution du tabac. Ce serait une énorme erreur et ce serait assez hypocrite en réalité. Ce serait vraiment pour un gain fiscal. Donc c'est pas la même chose. Et si on commence à le faire, on envoie aussi un mauvais message à la population qui est, vous voyez, on taxe de la même manière, ça veut dire que c'est aussi dangereux. Non. Donc on taxe à la nocivité, qui est une fiscalité, une TVA inhérente à tout produit, oui, mais qui est une fiscalité identique à celle du produit du tabac sur les sachets ou sur les vapes ou sur les patchs ou ce que vous voulez, non. Philippe Couillard. Oui, je trouve que les méthodes fiscales sont probablement parmi les plus efficaces. Je fais encore mon parallèle avec la transition énergétique, la transition écologique. Si on regarde tous les types il y a eu des études qui l'ont montré, les types d'interventions gouvernementales, les interventions fiscales sont les plus utiles en termes du résultat final qu'on souhaite, qui est réduction des émissions, réduction des gaz à effet de serre. Alors, d'où la taxe carbone dans ses diverses expressions, etc. Et ça, il y a assez de preuves scientifiques autour de ça pour continuer à le faire. Même chose pour le tabac. Moi, la façon dont j'abordais le tabac comme ministre de la Santé, c'est je ne veux pas interdire le tabac pour des raisons que j'ai expliquées tantôt. De toute façon, en pratique, on n'y arriverait pas. Mais je veux juste rendre la vie un peu plus difficile aux gens qui fument. Pour les différentes règles d'utilisation, pour les prix, ça va demander un effort particulier de continuer à fumer. Et souvent, l'impact financier va devenir négatif. Mais si vous avez parlé à des vrais fumeurs vraiment engagés, permettez-moi l'expression, même l'argument fiscal est difficile à accepter pour eux. Oui, mais je paierai plus, c'est mon droit de payer plus si je veux. Bon, on ne peut pas répondre grand-chose à ça. Mais en pratique, c'est ce qui fait que les gens s'éloignent du tabac. Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le fait que reproduire le mode de fiscalité aux produits d'évasion du tabagisme serait absurde. Ce serait malheureux. En Québec, on a une expression, ce serait se tirer dans le pied. C'est la même chose. Bon, c'est vrai qu'on a tous des ancêtres gaulois, finalement, si on y pense. Alors, donc, c'est pas une mesure qui est utile au net. Il faut garder ça en tête. Je crois que dans le débat que vous avez, je comprends, sur ces questions actuelles avec le gouvernement, il faut le rappeler. On a vraiment balayé beaucoup de sujets. Peut-être un mot de conclusion, Olivier Véran, avant de prendre les questions de la salle? Non, mais vous avez compris, si je devais faire un plan là, oui. D'abord, je ferais de la formation des soignants. J'aurai une grande cohorte de suivi national des consommateurs des différents substituts au tabac.
J'appliquerai une fiscalité indexée sur la nocivité. Je mettrai en place un tas de normes et de règles qui sont applicables pour, encore une fois, ne pas encourager la population à rentrer dans l'addiction. Et je mettrai le paquet sur la jeunesse, avec l'éducation à la santé à fond, et puis davantage de contrôle et de messages destinés à ce public. Voilà. Et vous, Philippe Couillard, si vous étiez à nouveau ministre? Dieu m'en garde. Pareil. Je pense qu'il y a un volet de tout ça qu'on laisse un peu dans l'ombre. On est tous d'accord sur le fait que la nicotine, c'est mieux que le tabac, mais on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un caractère addictif très fort dans l'utilisation de la nicotine. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce caractère addictif? Comment on le prend en charge? Comment on amène les gens à se sevrer? Comment on aide les gens à se sevrer? Il y a relativement peu de discussions sur ces sujets. Et c'est là, à mon avis, que le secteur privé devrait jouer un rôle encore plus actif. Il devrait être aux premières loges pour participer à cette volonté de réduire progressivement les taux pour encourager un sevrage presque naturel de la nicotine. Et si j'avais replongé dans ce bain bouillant qu'est la politique, et notamment la politique de la santé, sur la question du tabagisme, c'est là que je ferais porter mes efforts. Je serais assez favorable, moi, à la libéralisation de l'accès d'outils comme les outils de nicotine dont on discute. Et il faut continuer à mesurer. Si on ne mesure pas, on ne sait rien. Il faut continuer à faire ça. Puis amener les gens de santé publique qui sont parfois les plus rigides professionnellement à modifier un peu la façon dont ils envisagent les différents enjeux. Merci à tous les deux. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle. Je vous laisse nous faire un petit signe. On va vous donner un micro peut-être. Oui, bah tiens. Il faut que je parle aussi. Moi, j'ai une question, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a créé avec Jean-François cette plateforme sur la nicotine, justement parce qu'on fait l'amalgame entre le tabac et la nicotine, et on pense en France, il y a énormément d'utilisateurs qui pensent que la nicotine est cancérigène. Aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure par rapport à l'étude qui a été menée, que dans énormément de pays, on se rend compte que de toute façon c'est le tabac qui tue, et ça on en est conscient, on le sait. Il y a des alternatives qui sont existantes. Oui, la nicotine est certes addictive, mais aujourd'hui, ça n'est pas elle qui crée les cancers, qui amène le décès de centaines de milliers de personnes dans le monde. Et comment est-ce que les politiques, en fait, pourraient faire évoluer leur discours en prenant en compte toutes ces informations et en partant du principe quand même que l'urgence, c'est d'aider les fumeurs à quitter la cigarette vers des alternatives. Et ensuite, les alternatives, elles, peuvent être réduites, mais on ne peut pas aller vers un risque zéro tout de suite. Donc il y a une politique de risque à prendre. Alors la France, c'est un pays quand même qui est très fort dans l'immobilisme, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une prise de conscience vis-à-vis de ce qui se passe à l'étranger, de se rendre compte de ce qui fonctionne, d'arrêter de faire des études, d'essayer de rechercher absolument des risques zéro avant de mettre quelque chose en place. Et aujourd'hui, de demander à l'Europe par décret d'interdire les sachets de nicotine, d'interdire demain les arômes, etc. Tout ce qui peut aider le fumeur justement à trouver un attrait avec différentes solutions qui sont peut-être pour certains la cigarette électronique, pour d'autres des sachets de nicotine, pour d'autres des patchs ou des chewing-gums comme vous avez dans la poche, où des personnes utilisent différents systèmes en fonction de leurs besoins du moment. Est-ce que c'est pas ça plutôt la solution, plutôt que d'essayer de tirer sur l'ambulance en même temps qu'on essaye de réduire les risques du tabac? On peut pas interdire les solutions au profit du problème, quelque part, puisque à ce moment-là, il faut interdire la cigarette, tout simplement. Sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a des associations qui se battent contre le tabac, mais qui font un amalgame et qui se battent également contre les solutions qui sont accessibles aujourd'hui et qui ont été présentées par des sociétés qui ont été innovantes dans le sujet depuis peut-être 2009, avant pour certains,
et qui se sont sortis du tabagisme justement grâce à ces produits et qui ont voulu le partager au plus grand nombre. Donc ma question c'est comment est-ce qu'on peut faire évoluer le discours politique aujourd'hui? Je pense qu'il faut revenir à la racine de ce problème qui est d'accepter les risques et de comprendre la gestion du risque. Quand je pratiquais la neurochirurgie, il arrivait souvent que les malades me demandaient « Docteur, est-ce que votre opération est garantie à 100%? » La réponse, non. Mais voilà l'alternative si nous ne pratiquons pas l'opération. Ça, je peux vous donner des pourcentages très élevés de risque. Même chose ici. Mais c'est une posture intellectuelle à prendre. Et il faut l'enseigner à la population que la perfection n'est pas toujours la destination à viser, surtout dans les débuts. Et toujours parler des alternatives. Quelle est l'évolution naturelle? Comment ça se passe si on ne fait pas le geste? On aime beaucoup légiférer en politique. Il faut faire une loi, il faut faire un règlement. Dès qu'il y a un problème, une loi, un règlement ou une société d'État, en général, au Québec, on a un mélange des trois. Mais il faut parfois se réfréner un peu ces ardeurs-là. Et encore une fois, expliquer constamment à la population, aux gens, la notion de risque zéro n'existe pas. Et voilà comment on réduit au net les risques et les effets négatifs. Oui, mais avant ça, avant d'arriver à avoir ce discours par rapport aux populations, les premiers à arriver à faire changer leur discours, c'est les politiques qui, eux, peuvent parler justement à cette population-là. La question, elle est là. C'est comment est-ce qu'on peut changer les politiques, comment on peut les aider, comment on peut arriver à leur faire changer de braquet, de manière à ce qu'eux parlent différemment justement des alternatives et aident la population justement à avoir un bon raisonnement. Mais la santé publique, elle ne relève pas... Alors, c'est bizarre ce que je vais vous dire. La politique de santé publique relève moins du politique que du scientifique. Et finalement, heureusement, vous avez quelques pays où quelques ministres ont fait des embardées de santé publique de leur propre cru et qui aujourd'hui sont en train de galérer. Kennedy aux US, qui est en train d'expliquer maintenant aux gens qu'il faut vacciner leurs enfants contre la rougeole, bon, il avait fait de la santé publique maison. Il ne s'est pas appuyé sur le scientifique. Dans toute la gestion de la crise, vous pouvez me reprocher beaucoup de choses, mais toujours appuyé sur les avis des scientifiques. Donc, le jour où vous avez un ministre qui dit « Moi, mes experts me disent ça, mais moi je m'en fous, je vais vous dire ça », il y a un vrai débat qui peut se tenir. Mais non, ce que je crois en réalité, c'est que d'abord, on a des excellents experts scientifiques, on a des autorités qui fonctionnent très bien, qui ont une indépendance, ça c'est indispensable, et il faut quand même leur tirer le chapeau, parce qu'on est tout le temps en train de taper, mais en fait, ils font le boulot qu'on leur demande de faire, et ils le font très bien. Par contre, on a encore une fois une histoire, un principe de précaution qui est très ancré. C'est intéressant le sondage. Je crois que c'est les 2/3 des gens qui disent on est pour la régulation des produits de substituts. Ils sont presque plus nombreux à vouloir la régulation que la libéralisation. Donc on voit aussi qu'il y a quand même dans l'opinion, dans la population, une majorité de gens qui veulent que les choses soient encadrées et cadrées. Donc le discours, je le redis, il est très simple, me semble-t-il, c'est plutôt lavable que la clope, plutôt rien que l'entrée dans une addiction. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça veut dire qu'on a deux politiques différentes, une tournée vers ceux qui ne sont pas entrés en addiction, les jeunes, et une politique qui est tournée vers ceux qui sont déjà dans l'addiction, ceux qui sont aujourd'hui consommateurs de nicotine, de produits du tabac ou de substituts. C'est ces deux politiques-là qui peuvent donner le sentiment qu'on serait un peu schizo, ou en tout cas ambivalent, parce qu'on dirait deux choses à deux publics différents, mais en fait c'est ça qu'il faut être capable de manier. Et donc on peut très bien entendre le côté... je ne comprends pas pourquoi il donne le sentiment qu'il compare la cigarette avec la vape, mais en fait il y a d'autres gens qui vont dire en fait qu'il est en train de nous expliquer que la vape c'est pas dangereux et qu'on peut y aller. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait, une politique de santé publique, elle se construit en réduction des risques, en ciblant les bons publics avec les bons messages. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire sans doute davantage. Et je vous dis, après, je suis le jour où on me dit, le jour où j'entends à la télé que les conditions sont réunies pour reconnaître la vape comme outil de sevrage ou les sachets ou que sais-je, et qu'on va donner on va équiper les fumeurs pour les aider à s'arrêter, je dirais youpi. Donc ma position elle est très claire là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est le politique qui peut seul prendre cette décision? En fait, non. Donc il faut faire aussi évoluer la manière dont on appréhende le principe de précaution, qui est quand même, encore une fois, marqué par une histoire assez lourde dans notre pays. Autre question? C'est moi. Oui, je pense que de réponse, d'abord, le corps politique est un peu frileux, et tu l'as dit, Olivier, cette histoire avec la jeunesse et la DIC, mais la communauté scientifique aussi, elle est peu activiste à ce niveau.
on est un peu trop branché sur la morbidité, mortalité, et on n'explique pas assez aux politiques la notion de bénéfice-risque. Et c'est ça, il est là le problème, la notion de bénéfice-risque. Parce que j'ai fait une expérience avec un externe en 4e année de médecine. Il a passé tous les filtres. On est dans le système chez nous. Il ne sait pas encore la différence entre les effets de la nicotine par rapport au tabac. Avec cette histoire de la lésion de l'intima, des substances cancérigènes. Il ne le sait pas, donc il y a un déficit pédagogique à ce niveau. Donc il y a vraiment un boulot à faire. Voilà. Et puis je vais donner un autre exemple, comparaison n'est pas raison. Mais moi, je me suis mobilisé pour qu'on autorise l'usage médical du cannabis. Je l'ai fait quand j'étais député. J'avais pour le coup l'appui d'une partie de la communauté scientifique, d'experts, y compris à l'Agence du médicament. Arrivé ministre, je suis allé honnêtement dans le bureau des sous-directeurs de l'administration en leur demandant de mettre ça sur le haut de la pile parce qu'on me disait qu'il fallait encore 1 an de process pour y arriver. Donc il n'y avait pas de volonté de le faire. Ils me disaient, Brel, les autres, ils ne veulent pas. Je me suis heurté aussi à d'autres politiques qui considéraient qu'on allait envoyer le message que le cannabis, si on légalisait... Non, l'usage médical, les amis. Il y a 18 pays de l'Union européenne qui le font. La France serait que le 19e pays à le faire. Et même là encore, on est 4 ans après, au stade de l'expérimentation, prolongée dans la loi, timidement, et encore parce que j'ai passé un coup de fil en disant que ça allait mal se passer si on arrêtait l'expérimentation, que j'allais monter au créneau. Donc on voit aussi qu'il y a effectivement parfois la frilosité, ce que dit Elie assez justement, la frilosité politique ou la peur d'envoyer des contre-messages. Aujourd'hui, l'air, mon cher Philippe, on n'intervient pas dans la vie des gens, c'est plutôt hypersécurité, contrôle, montrer que tout est contrôlé, etc. Donc ils ont le sentiment parfois que tout ce qui va être jugé comme un peu libéral, libertaire, est quelque chose qui donnerait le sentiment que le pays s'écroule. Donc on est aussi dans un moment compliqué de ce point de vue-là, contextuel. Moi, j'ai souvent comparé l'exercice de la politique ou du gouvernement à quelqu'un qui est devant un tableau de bord avec des rhéostats, des ajustements de résistance. C'est pas le oui ou le non, c'est l'atteinte de grille qu'il faut choisir. Et celle qui passe dans l'opinion publique. Et ça, c'est un choix également à faire dans le discours politique. Si on y va dans l'absolu, on va échouer. Si on dit voici le gris que je tolère sur cette situation-là et que je crois que la population va tolérer, dans la direction d'un objectif plus large et qui va nous permettre de progresser par la suite, je pense que là, on pourrait progresser ensemble. Et pour moi, tous ces leviers, il faut toujours les ajuster vers un peu plus de liberté. C'est précieux, la liberté. Donc, à partir du moment où on commence à la rogner, même pour de bonnes raisons, il faut avoir de sacrées bonnes raisons et s'assurer de ne pas aller trop loin. Et lorsqu'on a un choix à faire, toujours tourner le cadran vers un peu plus de liberté. C'est la règle que je me suis efforcé de suivre. Jean-Paul Valin, Le Monde du Tabac. Dans un premier temps, félicitations encore une fois pour la tenue de ce forum. Il y a beaucoup de réunions sur la nicotine en ce moment en Europe. Cette réunion est particulièrement claire et compréhensible, et c'est très important pour faire avancer le débat. Merci au ministre. Merci particulièrement à Olivier Véran, parce que, encore une fois, il a tenu devant nous des propos qui, si cela devait advenir, à nouveau, il ne pourrait pas reprendre tel quel dans une discussion du PLFSS à voter ici à l'Assemblée sans se faire écharper. Et ça montre bien qu'il y a une évolution dans le discours, ça montre bien qu'il y a enfin un vrai débat. Rapidement, nous avons beaucoup parlé des produits du vapotage. Un autre sujet est d'actualité en ce moment en France et en Europe, ce sont les sachets de nicotine. Votre avis sur le sujet? On en a parlé avec Philippe un petit peu tout à l'heure, en faisant un distinguo d'abord entre le snus et le sachet, parce qu'il n'y a pas de tabac dans les sachets. Il y a une frilosité française et européenne immédiate, mais comme à chaque arrivée d'un nouveau produit qui contient de la nicotine, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas s'étendre. Est-ce que ça va toucher son public? Je ne sais pas le dire, ce n'est pas à moi de le dire. Est-ce qu'il faut conduire des études de cohorte, de suivi pour regarder quel peut être l'impact? Évidemment. Donc voilà, je n'ai pas d'avis sur la question, plus que sur un autre type d'outils d'accompagnement au sevrage. Quand la cigarette électronique est apparue, on a regardé ça en disant, bon, c'est une nouvelle façon de consommer de la nicotine, ça a l'air d'être moins dangereux, on va regarder, on va surveiller ça. C'est pas jeter sur le truc en disant qu'il faut l'interdire à tout craint. Voilà. Par contre, il faut faire toujours attention avant le développement massif d'un produit comme celui-ci, qu'on ait suffisamment quand même de données scientifiques
pour vérifier que ça va pas être problématique. Vous voyez, donc pas l'interdiction a priori, par contre une autorisation encadrée avec une surveillance, why not? Ouais, puis il y a beaucoup de trucs qu'on pensait impossibles là, dans la vie qui finissent par se réaliser à notre grande surprise sans trop de dégâts. Au Canada, comme vous le savez, on a légalisé le cannabis, non pas uniquement médical, mais récréatif, comme ça. La société ne s'est pas écroulée. Même chose pour l'aide médicale à mourir, qui était totalement prescrite même à l'intérieur de la profession médicale jusqu'à assez récemment. Ben, elle est en place, peut-être un peu trop à mon avis, mais ça c'est une discussion politique autre. Mais là également, la société l'a absorbé parce que c'est la direction dans laquelle elle voulait être. Donc, lorsqu'on pense à des objectifs comme étant irréalistes ou impossibles, allons-y graduellement, mais gardons ça en tête, gardons l'objectif en tête. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait moins de gens qui fument, qu'il y ait moins de cancer du poumon et de maladies cardiovasculaires liées au tabac. C'est ça l'objectif. S'il faut prendre des chemins qui apparaissent un peu détournés, ben, c'est, à mon avis, relativement peu important. Oui, Hervé de Lille. Bonjour et merci tout d'abord aux organisateurs pour avoir mis sur pied ce forum extrêmement intéressant. Les débats sont riches et finalement assez rares quand on réfléchit bien à ce qui se passe dans la vape aujourd'hui. On a des contradicteurs qui sont farouchement opposés à la vape, on le voit souvent, notamment dans le corps médical. Et moi j'ai une question à vous poser sur les arômes et leur rôle dans la vape. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une grande richesse en nombre d'arômes, ce que je pense, sans vouloir vous influencer, ou non? Merci. Ben, je vous donne l'expérience chez nous. On a agi, on a légiféré encore récemment sur les arômes, assez vigoureusement même, avec la logique que c'est par les arômes que les jeunes sont attirés par la vape, qui peut devenir, si mal utilisé ou mal communiqué, un chemin vers la reprise ou le début du tabagisme. Alors, la question de l'attraction des jeunes par l'industrie, il ne faut pas se faire d'illusions, ces stratégies-là existent. Elle a été abordée de façon assez franche par les pouvoirs publics. Et c'est actuellement ce qui est en discussion toujours, jusqu'à quel point l'étalage, les arômes doivent-ils être diminués ou régulés. Et chez nous, on a décidé vraiment d'aller dans la direction de la régulation des arômes, particulièrement vigoureuse. Et vous avez constaté que la vape était en diminution ou en reprise? C'est trop tôt pour le dire. Je pense. À mesure que le tabac va diminuer, automatiquement, il va y avoir une augmentation relative de l'utilisation de la vape ou de l'utilisation des autres produits. Il s'agit d'amener les gens à faire le bon choix d'alternatives également. Et cette question des aromates et des arômes, elle a été abordée en raison de la préoccupation pour la jeunesse et la création d'une autre voie d'accès au tabagisme. C'est la raison pour laquelle, encore récemment, des règlements et des lois ont été adoptés sur le sujet. Non, je partage plutôt l'avis de Philippe, pas interdire les arômes. Je pense qu'il faut en laisser. Par contre, oui, savoir qu'il y a du neuromarketing destiné à des gamins à travers des parfums. Alors même si on m'a expliqué tout à l'heure au café que oui, on m'a expliqué tout à l'heure que le parfum marshmallow était utilisé par les adultes et pas par les jeunes, donc comme quoi il faut... non, on va pas commencer à choisir la couleur des chemises que les gens vont porter, là, pour le coup. Mais clairement, moi j'étais pour l'interdiction de la puff, je le dis très clairement. Et tout ce qui va cibler... Moi j'imagine mon gamin, en fait, de ces cas-là, qui a 15 ans, là, qui va rentrer au lycée, et je me dis, en fait, qu'est-ce qui est susceptible de l'inciter à commencer à consommer ça ou pas. Bon, c'est sûr que si c'est trop neutre, trop triste et en pharmacie, bon, il ne le consommera pas, mais moi non plus, donc je reprendrai une autre façon de consommer. Par contre, si c'est un truc qui est clairement destiné, imaginons une puff, une vape Minecraft avec des parfums de machin, il faut arrêter. Enfin, donc il faut être capable, donc c'est compliqué parce qu'on parle de censure, moi j'aime pas la censure, et on ne peut pas la faire a priori. Donc, ce qui est très compliqué dans la politique publique, c'est que vous ne pouvez pas dire en fait on va supprimer les parfums bubblegum ou Morito et laisser des parfums menthe et machin. On va dire pourquoi, sous quel droit. Enfin, ça passe pas du tout d'un point de vue réglementaire. Donc, s'il fallait choisir entre l'interdiction pure des arômes et l'autorisation, je choisirais l'autorisation plutôt que l'interdiction, parce que sinon on aura des conséquences sur la consommation qui seront trop fortes. Par contre, si on arrivait à travailler avec la filière en leur disant en fait, on va vers une charte et en fait on va discuter de fiscalité, on sait faire, hein, enfin l'État sait faire. Hein. On va discuter de fiscalité, on fait une charte. Par contre, si vous sortez du rang, bam, vous ne viendrez pas pleurer, vous aurez une fiscalité qui sera forte. Donc, on va réguler quand même, vous allez réguler vous-même tout ce qui est susceptible de plaire aux jeunes, parce qu'on va arrêter de jouer on ne va pas faire un dialogue comme si on était des bileux, enfin voilà, on ne va pas se tirer les cartes entre gitans, comme dirait le président de la République. Là, ok.
Bonjour, Florent Gagliotti, One Shot Media. Merci beaucoup pour cette journée. Merci à vous d'être présents. J'entends que vous nous parlez de la légalisation du cannabis, de l'expérimentation en France. Et sur la vape, on est concrètement beaucoup plus pestiféré que le fumeur de cannabis aujourd'hui quand on vapote, quand on écoute un politique. Il y a un décalage donc quoi, de 10 ans. Dans 10 ans, on fera des expérimentations. On légalisera la vape, alors que ça fait 10 ans qu'on a légalisé la combustion de cannabis. J'ai du mal à comprendre parce que vous parlez de médical. Il n'y a pas un médecin sur Terre qui va dire que c'est bien de fumer du cannabis et que c'est pas bien de vapoter pour un fumeur ou pour un non-fumeur. Donc il y a quand même, à mon avis, un décalage assez fort entre ce que vous nous présentez encore aujourd'hui, qui est réel dans le monde, hein, on constate que c'est ce qui se passe, et la réalité scientifique. Nous, derrière nous, on travaille depuis 10 ans avec William Lowenstein, qui est décoré de la Légion d'honneur 3 fois, qui est la personne qui a inventé la science de la dictologie en France et dans le monde, qui l'a, enfin pas inventé, mais qui l'a schématisé et sanctionné. Pourquoi pas écouter ces gens-là? Pourquoi aujourd'hui on légalise le cannabis et on veut bannir la vape? Ce qui est le cas au Canada, hein. On a des vitrines fermées, on a la police des arômes au Canada aujourd'hui, qui va dans les boutiques pour renifler, savoir si c'est de la fraise ou du tabac. Et comme vous le dites, aujourd'hui, médicalement, on ne peut pas justifier de laisser la menthe et le tabac pour protéger les jeunes et de leur enlever la fraise, en sachant qu'un jeune de 15 ans qui va donc goûter une vape au tabac ou à la menthe, il va la goûter, hein. Il fume aujourd'hui. Il va donc, le jour où il va fumer une clope, se dire finalement, c'est pas si mal. Alors que s'il vape du fruit du dragon, il va jamais trouver le tabac sympathique. Voilà, merci de votre approche concernant le décalage. Qu'il n'y ait pas de confusion sur l'usage médical du cannabis, c'est certainement pas à fumer. Hein. Ah non, pas du tout. Non. Les patients à l'usage médical du cannabis, qui est encadré en France, c'est sous forme d'huile, de crème ou de produits à vaporiser avec des vaporiseurs médicaux. Vous ne trouvez pas du tout de sachets de bœuf ou de barrettes de shit à consommer par les malades. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Le protocole est très clair là-dessus. Oui, non, mais c'est bien, mais il n'y a pas de combustion. Ne faites pas la confusion entre la combustion et le vapotage, justement. Il n'y a pas de combustion dans l'usage médical du cannabis, il n'y a pas de combustion. En France, je vous parle en France, il n'y a aucune légalisation, y compris médicale, de la consommation avec combustion du cannabis. C'est régulé, et même, je vais vous dire, la taille du bouton du vaporiseur médical qui va être fourni aux patients, elle est régulée. Donc, il n'y a pas de cette consommation-là. Et je ne crois pas du tout, quel que soit le débat, l'issue du débat sur le cannabis en France, je ne crois pas du tout qu'on ira vers une autorisation bienveillante de la forme de consommation par combustion du cannabis. Oui, sur le cannabis, on a cette expérience déjà depuis quelques années de l'accès libéralisé au cannabis récréatif. Et les articles, les expressions scientifiques commencent à s'orienter vers la combustion, en disant que si la combustion du tabac est nocive, la combustion du cannabis peut l'être également pour des raisons équivalentes. Et il faut être honnête et regarder ça et affronter cette réalité si elle existe avec les mêmes critères et les mêmes réactions qu'on le fait pour le tabac. Mais pour vous donner un exemple visuel, parce que ça peut être difficile d'imaginer ça lorsqu'on n'a pas soi-même vu ça dans sa société. Moi, j'habite dans une petite ville au nord du Québec où il y a un magasin de cannabis là, accessible à tout le monde, 18 ans plus. Mais contrôle des qualités. Ça s'est normalisé. Ça prouve quoi? Ça prouve que dans une société, les normes sociales évoluent. Et parfois, les gouvernements suivent les normes sociales, ou parfois, les gouvernements déclenchent les normes sociales. Exemple, la ceinture de sécurité. Il a fallu que les gouvernements interviennent pour que ça change. Et pour d'autres sujets comme le cannabis, le gouvernement est à la remorque un peu de l'évolution de la société dans les normes sociales. Je m'étais attiré un jour, je crois que tu étais là, Élie, je m'étais attiré les foudres de la Commission des affaires sociales en 2014 ou 2015. Toi, tu étais sympa sur la loi de santé publique, parce que j'avais voulu faire. Ah oui, j'avais voulu changer la loi pour que le contenu du message sanitaire sur les récipients d'alcool puisse être évolué par arrêté et pas par loi. Je vous explique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Vous connaissez tout ça, vous ne le lisez même plus, vous ne faites plus attention, ça imprime plus. Mais à l'époque, le législateur, pour arriver à avoir un message sanitaire en matière de prévention de l'alcoolisme, avait dû écrire qu'il fallait une loi votée par le Parlement pour changer le contenu du message sanitaire. Moi, j'avais dit, en fait, c'est un petit peu couillon, peut-être qu'on peut adapter le message au public. Peut-être que sur
une bouteille de Morito destinée aux jeunes, on peut mettre un message qui ne soit pas ce message-là, peut-être qu'on peut le changer sur certains trucs. Donc j'avais proposé ça. Je m'étais fait éclater à plat de couture, y compris par mon camp au Parlement, mais vraiment éclaté. Hein. C'était total, j'avais perdu, je pense qu'il y a eu 4 heures de débat, alors j'avais dit que je retirais mon amendement, mais tout le monde y allait de son cépage dans sa circonscription, et j'avais parlé de œnolégislatisme, c'est l'œnotourisme parlementaire. Donc on voit qu'il y a des défenses, par contre, lorsqu'il y a... Et c'est intéressant de voir l'histoire, d'ailleurs, de la consommation des drogues, sans être long là-dessus, pardon, mais l'usage de drogue dans notre pays était autorisé, était légal, consommation, la possession, la vente, la distribution était légale, jusqu'à ce que la France perde sa dernière colonie, l'Indochine, qui était productrice d'opium. Donc quand la France n'était plus pays producteur d'opium, elle a interdit la consommation d'opium. C'est très bien qu'on interdit la consommation d'opium, je suis favorable. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'interaction aussi entre l'histoire législative des produits de consommation et pas que les jeux politiques, le commerce. Par quelle entremise est revenu le débat sur la légalisation du cannabis en France? Par la Creuse. La Creuse qui s'est beaucoup mobilisée en disant « Nous, on est prêt à planter du chanvre et en faire commerce et ça nous intéressera ». Et on voit que les parlementaires, premiers parlementaires investis, portaient un débat là-dessus. Et j'avais dit aussi, et c'est là que ça avait énervé tout le monde, mais j'étais un peu provoque à l'époque, j'ai dit « Heureusement que la France n'est plus un pays producteur d'opium, sinon on aurait tous une seringue dans le bras ». Parce que quand on voit la manière dont on ne peut pas aborder la question de l'alcool, on se rend compte qu'en fait, on était... Donc, c'est aussi pour ça, le qui parle est important. Et en France, on a une histoire de santé publique qui est quand même émaillée de cette espèce d'ambivalence en fonction de savoir si c'est très ancré chez les gens ou pas très ancré chez les gens. Deux dernières questions et après on va passer au... J'avais une petite question en tant que jeune qui est totalement dans le schéma que vous avez présenté. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à fumer très très jeune au collège par rapport à l'influence de mes camarades et je suis encore dedans actuellement. Et du coup je voulais savoir pourquoi le gouvernement il tient tant que ça à interdire l'utilisation de la puff, sachant que c'est quasiment comme la vape. Quasiment, il n'est pas pareil. Ah ouais. C'est peut-être une question bête, mais c'est juste pour... J'ai rencontré pas mal d'acteurs de la vape d'ailleurs à l'époque qui ont soutenu en fait l'interdiction de la puff dans ce qu'elle était vraiment destinée à un public jeune de consommation. Là pour le coup on voyait une voie d'entrée qui était manifeste avec des études statistiques qui montraient qu'il y avait quand même un accès à la consommation de nicotine accéléré à travers la puff. C'est un produit qui a été designé, pensé, structuré, vendu pour un public très jeune. Et donc là, il faut être capable de dire... En fait, il faut être capable de dire qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais on fait attention à ce qu'il ne se noie pas non plus. Voilà. Donc... Oui, bonjour. Vincent Durieux de France Vapotage. Ma question est un peu sur le même sujet. Alors, on a beaucoup parlé de la protection des mineurs. Je pense qu'ici, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un sujet qu'il faut le traiter. Maintenant, quand on parle d'interdiction, de restriction, ça veut dire que vous faites référence à un effet passerelle qui existerait entre la vape et le tabagisme. Mais sur quelles données aujourd'hui cet effet passerelle est établi? Parce que on en a beaucoup parlé au niveau du PLF et du PLFSS l'an dernier, mais à ma connaissance, sauf si quelqu'un ici a d'autres données, cet effet passerelle n'existe pas. C'est plutôt l'inverse. Ça, c'est une question qui est compliquée. C'est souvent le débat qu'on a, encore une fois, comparaison n'est pas raison, mais sur le débat sur le cannabis, c'est l'effet d'escalier, de passerelle, une fois qu'on a consommé, ce qui est faux, et qui était éclaté par les données de santé publique qui montrent que ce n'est pas parce que les gens commencent à fumer du cannabis qu'ils vont plus facilement consommer de l'héroïne ou de la cocaïne derrière. Encore une fois, moi, j'ai vachement insisté sur le côté très addictif de la nicotine. Et la première exposition à la nicotine, chez un certain nombre de nos concitoyens, parce qu'ils ont génétiquement une propension à l'addiction, cette première exposition va être mortifère pour eux et va les accompagner toute leur vie. Et donc, le côté très social qu'on peut trouver à la vape, beaucoup moins privé que la cigarette, peut être un facteur qui justifie, en tout cas en mon sens, d'être très attentif et précautionneux par rapport à ça. On est d'accord, être précautionneux, mais vous ne pouvez pas à un moment dire la science doit parler et je me base sur la science pour dire la vape est moins
dangereuse que le tabagisme, et d'un autre côté dire, par contre, sur les jeunes, c'est empirique et ça suffit. Non, dire d'abord que c'est moins dangereux, ça veut dire que ça n'est pas dangereux. J'ai cité, les études disent 95%. Effectivement. Ouais, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même un marqueur de dangerosité potentielle auquel on exposerait des jeunes, alors que finalement, pourquoi faire? Et tout simplement, à ce moment-là, pourquoi, depuis maintenant 15 ans que la vape existe en France, pourquoi aucune étude sérieuse sur cet effet passerelle n'a été menée? D'abord, il est compliqué d'avoir des études qui sont menées quand même. Il y a quelques données, me semble-t-il, dans le, on va voir avec le centre du tabac et avec la mission de lutte contre les drogues, parce qu'il y a quand même des données que j'avais vues passer sur l'entrée. Et par ailleurs, c'est plus compliqué de mener des données, des études sur un public qui n'est pas censé consommer. Oui, mais c'est très compliqué, parce qu'en fait, c'est comme dire consommation de cigarettes chez les mineurs de moins de 15 ans. C'est très compliqué de trouver des données, parce que par définition, ce pas des gens qui répondent à des études. Il n'y a que l'État qui peut le faire. Et encore. C'est pour ça qu'ici, il y a privé. Ouais. Seul l'État aujourd'hui a le droit de le faire. Mais il me semble-t-il, je ne veux plus les donner par cœur, mais à l'époque d'il y a 3-4 ans, dans un rapport, ça devait être de la MIDECA, me semble-t-il qu'il y avait des choses sur les modes d'entrée dans la consommation de nicotine. Sur la consommation, pas sur la transition. On a énormément de questions. Je suis désolée, on ne peut pas répondre à toutes les questions et les intervenants seront à votre disposition au cocktail après, bien sûr, mais il faut qu'on enchaîne sur la deuxième table ronde qui va aussi être super intéressante. Je vous remercie infiniment tous les deux. Je crois qu'on peut vous applaudir.